Comment les terrains vagues sont-ils devenus les nouveaux temples de la hype? Comment d'anciens entrepôts désaffectés sont-ils devenus the place to be pour des milliers de hipsters à travers le pays? Ces derniers temps, des projets artistiques et culturels s'installent sur des friches là où personne ou presque n'aurait souhaité aller boire des coups il y a encore pas si longtemps. Comment? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de nos villes? C'est le sujet de cet épisode de Fenêtre sur la ville et on en parle juste après le générique. Salut, c'est Philippe et bienvenue dans cet épisode de Fenêtre sur la ville, un petit peu particulier pour moi parce que je suis tout seul face à ma caméra, on est en plein confinement, donc voilà, soyez indulgents si jamais il y a quelques soucis de son ou d'image, mais on va essayer de bien faire les choses et vous l'avez compris, le sujet du jour, c'est l'urbanisme transitoire. Dans cet épisode, on va essayer de voir toutes les questions que ça pose, sur le plan environnemental, urbanistique, économique, mais aussi social et sociétal, puisque c'est quand même assez crucial quand on parle de ville, et on va surtout essayer de s'interroger sur ce que ça augure pour l'avenir de nos territoires. Et pour ce faire, je vous propose de répondre à 5 questions, 5 clés pour comprendre l'urbanisme transitoire, et on commence tout de suite avec la première, évidemment, c'est quoi l'urbanisme transitoire ? On est souvent tenté de mettre de l'homogénéité dans ce mouvement d'urbanisme non permanent ou d'occupation non permanente. On est tenté d'y mettre une forme d'homogénéité et cette homogénéité n'existe pas. Si l'on prend la définition la plus large et la plus consensuelle possible, il s'agit de faire des projets urbains, de quelque nature que ce soit, à durée déterminée au sein d'espaces vacants. Les friches, les terrains vagues, les entrepôts désaffectés, bref, tous ces interstices urbains qu'on appelle parfois les délaissés de nos villes. Pensez au Grand Voisin, à Paris, qui est peut-être le modèle le plus connu quand on parle d'urbanisme transitoire. Bon, je sais, vous allez me dire, c'est quoi les Grands Voisins? Allez voir. C'était un ancien hôpital et qui, depuis 2015, a été occupé par différentes activités, de l'hébergement d'urgence, des associations qui avaient leurs locaux, mais aussi du coworking et bien sûr des événements festifs avec une buvette, des festivals, des salles de concert, etc. Le but était aussi de préparer le terrain, littéralement, puisque derrière, il y allait avoir un projet de ZAC qui va être livré en 2023, avec du bureau et du logement classique, et le projet des Grands Voisins avait vocation à nourrir toute cette période d'avant-chantier. Si les Grands Voisins est sûrement le cas le plus connu du grand public, en réalité, l'urbanisme transitoire recouvre une énorme variété de projets. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle parfois d'urbanisme temporaire et non pas transitoire, voire même, dans certains cas, d'urbanisme éphémère. La typologie des projets varie ainsi selon la durée ou la taille de l'occupation, selon qu'elle soit sur un terrain public ou sur un terrain privé, ou encore selon qu'il s'agisse d'un bâtiment en reconversion ou bien d'un terrain vague à ciel ouvert. En résumé, l'urbanisme transitoire a certes 1000 visages, mais tous partagent le même ADN. C'est bien sympa tout ça, mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que c'est une innovation urbaine qui mérite qu'on lui consacre des études, des colloques, en veux-tu, en voilà? Eh bien, ça va peut-être pas vous surprendre, mais un peu oui et un peu non. L'urbanisme transitoire prend ses racines directement dans les années 80-90, dans l'héritage des squats qui ont fait les grandes heures de la vie artistique de nos agglomérations. Cette filiation est totalement assumée. De nombreux acteurs de cet écosystème viennent d'ailleurs des milieux artistiques et culturels et ont parfois même fait partie de certains squats de légende. Mais alors qu'est-ce qui change au final? Bien c'est très simple et ça tient en un mot, la réglementation. En un sens, c'est comme si l'urbanisme transitoire, c'était une forme de squat qui s'était institutionnalisée, normalisée, avec un cahier des charges qui peut être fourni par le propriétaire du site ou la puissance publique et qui va impliquer énormément de choses sur la manière dont ces lieux sont conçus, sont pensés et sont animés au quotidien. Ce qui m'amène à une troisième question. Si ce sont juste des squats un peu normalisés, comment ça se fait qu'on en parle autant en ce moment? Comment ça se fait que l'urbanisme transitoire est à ce point le vent en poupe, alors justement que les squats étaient un peu tombés dans l'oubli? Eh bien, quand on y réfléchit 2 minutes, c'est finalement assez logique. On s'amuse productivement, quoi, en étant productif. Je pense pas que ça se disait productivement. Non, mais C'est pas grave. Faudra au montage. On s'amuse tout en étant productif. Dans les grandes agglomérations, la valeur du foncier a considérablement augmenté depuis les années 2000 et surtout depuis les années 2010. Et forcément, dans ce contexte, le modeste terrain vague, qui n'avait aucune valeur aux yeux de son propriétaire, devient tout de suite beaucoup plus attrayant. On ne peut pas dire qu'on s'intéresse beaucoup à notre quartier, enfin, à part pour le foncier, parce que c'est ça qui est intéressant finalement pour nos élus. Mais ne soyons pas si cyniques, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi des considérations écologiques qui peuvent pousser les collectivités et les aménageurs publics dans cette direction. À l'heure où tous les urbanistes préconisent de redensifier les villes,
l'occupation des friches, des espaces vacants, peut avoir un vrai sens pour lutter contre l'étalement urbain, l'allongement des temps de déplacement, etc. C'est d'ailleurs pour ces deux raisons que les projets d'urbanisme transitoire se situent presque exclusivement dans les pourtours des grandes métropoles de Paris, Lyon, Bordeaux ou Marseille. C'est typiquement là où l'on trouve à la fois de nombreux terrains utilisables, d'anciennes gares de triage ou d'entrepôts, mais aussi et surtout là où il y a le plus gros potentiel de valeur foncière. Pour les collectivités, notamment de petites couronnes, ça permet de redonner vie à des territoires souvent peu attractifs, très marqués par les friches industrielles, de manière à revaloriser en amont des projets immobiliers à venir. Ce qui nous amène à une quatrième question, une question qui fâche, et je pense que vous avez très bien compris là où je voulais en venir. Est-ce que l'urbanisme transitoire ne serait pas un vecteur de gentrification qui ne dit pas son nom? Récemment, la tentative d'expulsion d'un squat culturel de Saint-Ouen a ravivé d'importantes tensions dans le milieu, soulignant au passage les paradoxes qui perdurent quant à la place que les collectivités souhaitent accorder à ces lieux jugés parfois trop alternatifs et qui pourtant leur sont bien utiles. Certains acteurs, des historiques notamment, parlent par exemple d'ubérisation du squat, un terme fort et qui en dit long sur la perception que l'on peut avoir de ces nouveaux venus. Alors, est-ce qu'on peut parler oui ou non de gentrification? Eh bien, vous vous en doutez, le sujet il est trop complexe pour répondre de manière aussi péremptoire. Mais d'un côté, oui, clairement il y a un risque de gentrification, puisque c'est la nature même de l'urbanisme transitoire que de rendre attractifs des lieux qui ne l'étaient plus. Et ça passe par des négociations fortes, probablement houleuses, avec des cahiers des charges stricts, en tout cas qui essayent de mettre un cadre assez vigilant vis-à-vis des risques de gentrification pour s'assurer par exemple qu'un véritable tissu avec les riverains va se construire, pour s'assurer d'activités sociales et solidaires. Forcément, les porteurs de projets privés ne sont pas ravis d'entendre ça. Même si aujourd'hui on constate qu'un certain nombre de ces processus d'occupation non permanente sont diligentés par des institutions. C'est ce qui fait dire à certains que nous sommes dans un moment où il y a une sorte de métabolisation, de récupération par l'institution d'une forme d'action, de mobilisation urbaine. Ce qui nous amène tout naturellement vers notre conclusion, notre cinquième et dernière question. On lit un peu partout que l'urbanisme transitoire est une nouvelle manière de faire la ville. Mais est-ce que c'est vrai? Et si oui, qu'est-ce que ça implique pour l'avenir de nos villes? Essayons de réfléchir sur le plan prospectif. En ligne de mire, il y a un enjeu bête et méchant qui est celui de l'étalement urbain. Aujourd'hui, quand on construit, on a tendance à construire du neuf et du neuf loin des centres-villes. Demain, peut-être que la réhabilitation et l'occupation de l'existant deviendra la nouvelle norme. Personnellement, j'y suis très favorable. Bien sûr, ça implique énormément d'évolution du cadre réglementaire et de points de vigilance au niveau des cahiers des charges, mais je pense que c'est ce qui nous aidera à résoudre de nombreux enjeux territoriaux. Certaines études pointent le fait qu'on manquera de matériaux de construction dans pas très longtemps. Et recycler nos bâtiments, les réutiliser, c'est quand même la meilleure façon de faire des économies en termes d'environnement. Mais ça, bien sûr, ce n'est que mon avis personnel, vous pouvez en avoir un autre et si oui, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines sorties. Moi, je vous retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville et sur ce, je vous dis à très bientôt. Il y a moins d'un mois, une centaine de jeunes punks se heurtaient aux forces de police en banlieue parisienne. On venait de les expulser d'une usine désaffectée où ils organisaient des concerts. En France, les punks, vous savez, ce sont ces jeunes qui ont des cheveux en l'air avec des crêtes vert ou rouge par exemple.